Je suis Gila Clara Quesos, coach exécutive en entreprise depuis plus de 10 ans et directrice du forum Feminavox, célébrant la Journée internationale des droits des femmes sous le haut patronage de l'UNESCO. J'ai moi-même suivi le parcours Women on Board de Harvard Business School et j'ai choisi de créer ce podcast devant la difficulté rencontrée par les femmes à entrer dans les boards. Dans ce podcast, Women on Board, vous entendrez des femmes et des hommes expliquant comment soutenir la parité au sein des boards, c'est-à-dire les conseils d'administration des groupes cotés, ETI ou entreprises familiales. Ils évoqueront leur parcours, partageront leur regard sur cette mixité qui reste problématique dans les sphères dirigeantes et surtout, comment selon eux, on peut changer les choses. Women on Board, un podcast de Harvard Business Review France. Féminiser les instances de gouvernance reste un profond défi et le cœur de préoccupation du podcast Women on Board. Pour en parler aujourd'hui, mon invitée est présidente des Assises de la parité qu'elle a initiées et elle a également été la présidente de la célèbre association américaine International Women's Forum où elle a œuvré pendant 6 ans. J'ai le plaisir de recevoir Lucille Desjonquers. Bonjour. Bonjour, Gila Clara. Lucille, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de cette question de la féminisation des instances de gouvernance, en particulier en lien avec l'accessibilité des boards. Comme on le sait, en France, on a ces quotas qui nous obligent. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire en quoi votre activité est en lien avec l'aide à l'accessibilité des boards en France ? Absolument, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Moi, je suis chasseuse de tête depuis 24 ans maintenant. Et j'ai créé mon cabinet en 2012 avec la volonté d'y mettre du sens. Et ce sens s'est traduit par la montée des femmes dans les instances de direction, puisque la loi Copé-Zimmermann venait d'être promulguée en 2011 et allait être appliquée en 2017. Elle, comme on le sait, petit rappel de cette loi, elle concerne les sociétés cotées, à l'exception des plus petites, et toutes les SA, les ETI, non cotées, qui ont un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et 250 salariés. Vide juridique à l'époque, les SAS, qui, elles, ne sont pas impactées par ces quotas, qui n'ont pas été, qui ne le sont toujours pas aujourd'hui. Il y a apparemment des rumeurs comme quoi elles seraient amenées à également appliquer ces règles, puisque certaines SAS font des chiffres d'affaires tout à fait conséquents. Donc, face à cet enjeu qui permettait aux femmes d'avoir enfin accès au conseil d'administration, nous avons souhaité, nous, au sein du cabinet Leaders Associates, nous inscrire en tant que facilitateurs. Et comment faisait-on ça ? Eh bien, nous avons interviewé des centaines et des centaines et des centaines de femmes pour en garder 1000 qui nous semblaient éligibles pour toute taille d'entreprise. Et nous l'avons fait savoir. Et nous n'étions pas très nombreux à ce moment-là à nous intéresser à ce sujet. Et un peu malgré moi, je me suis retrouvée comme aujourd'hui dans un studio d'enregistrement et sur les plateaux télé pour expliquer cette démarche de vouloir fédérer au sein de notre entreprise ces très nombreuses femmes pour les pousser à avoir enfin un mandat d'administratrice, enfin qu'elles trouvent leur juste place. Et à partir de ce moment-là, je suis devenue un peu connue, puisque avec les médias aujourd'hui, tout va très vite. Et j'ai souhaité, même pour toucher le maximum d'entreprises, parce que tout était toujours très lent et très mou, j'ai noué un partenariat avec l'ANPE à l'époque, pour demander à des cadres en recherche de job d'être nos senior advisors et d'aller voir les entreprises pour leur parler de cette base de données dont elles avaient besoin et créer un lien avec ces dirigeants qu'ils rencontraient pour pouvoir leur dire à un moment donné, je suis en quête d'un job. Donc c'était formidable pour eux parce qu'ils avaient un objectif le matin en se levant, ils contribuaient à une cause, ils étaient rémunérés en conséquence et ils se faisaient connaître par un grand nombre d'entreprises.
Donc vous voyez, tout ça pour vous dire que nous avons fait vraiment appel à beaucoup de moyens de pouvoir toucher ces entreprises concernées par les quotas. Et tout était quand même très poussif, tout était très lent. C'est surtout ça qu'on entend aussi dans toute votre action, c'est que c'est pas facile, c'est qu'on reste encore avec des résistances. Quelles sont ces résistances ? Mais c'est plus que des résistances. Alors que vous avez des lois, alors que vous avez des sanctions qui ne sont pas appliquées, il y a toujours une immense misogynie. Et je n'ai même pas envie de vous dire qu'elle est française, elle est universelle, cette misogynie. Et donc, à un moment donné, pour être tout à fait honnête, j'ai failli arrêter. Parce que pendant ce temps-là, je ne faisais pas autre chose. Et je me suis clairement dit, mais qui es-tu pour pouvoir penser, pouvoir changer les mentalités comme ça d'un grand nombre de dirigeants d'entreprise avec tes petits bras, même s'il y a des lois. Et puis, il y avait une volonté en moi de ne pas lâcher. Et il y a un dicton chinois qui dit c'est pas le but à atteindre qui est important, mais les chemins employés. Et nous avions des demandes de formation au leadership, de formation à la gouvernance de la part de nos clients qui voulaient faire monter en compétences les femmes qu'ils avaient identifiées comme haut potentiel. Et donc, nous nous sommes attelés à recruter des coachs de grande renommée pour pouvoir mettre en place des formations au leadership qui sont importantes parce que les femmes sont de très très bonnes élèves, travaillent leur dossier et malheureusement, et pour des raisons que je ne m'explique pas, n'ont pas suffisamment confiance en elles. Alors pas toutes, mais beaucoup. Et ces femmes-là ont vraiment besoin de travailler sur leur leadership parce que lorsqu'elles vont se présenter auprès des membres d'un conseil d'administration, la première minute va être essentielle. Tout le non-verbal va être observé. Si elle bégaye, si elle rougit, si elle tremble, ils vont tout de suite se dire on va avoir un problème, elle ne sera pas recrutée. Donc, évidemment, il faut qu'elles aient un track record impeccable par rapport au cahier des charges. Et on a quand même eu un certain nombre de mandats qu'on est allé chercher le mort aux dents. Et je peux vous dire qu'on nous demande le mouton à 6, 7, 8 pattes, quelquefois. Elles savent qu'elles sont attendues au tournant et elles doivent être irréprochables dans leur présentation. Bon, maintenant, le temps a passé. Il y a un peu d'amélioration. D'ailleurs, le SBF 120, si on fait un rapide bilan en France, depuis l'origine, le SBF 120 a été très bon élève. On a même plus de 40% dans de très nombreux boards. Mais derrière, et ça je martèle tous les médias qui me posent la question à dire que derrière, les ETI ne sont pas encore à 40%. Ce sont aussi beaucoup d'entreprises familiales qui ont du mal à faire entrer les louves dans les bergeries, comme ils disent, alors que c'est ce regard extérieur qui est si important et si neutre, qui, elles, pour beaucoup, ne sont pas aux 40%. Et quant au SAS, je l'ai dit tout à l'heure, elles ne sont pas impactées, donc elles ne font pas, bien entendu. Alors maintenant, ce qui vient se mettre en place, c'est la RSE, c'est l'ESG, c'est la CSRD. Donc les entreprises sont encerclées pour faire ce qu'on leur demande de faire depuis des années, c'est-à-dire mettre des femmes dans les instances de direction. On va parler de la loi Rixain bientôt, qui là s'adresse à des fonctions opérationnelles au COMEX. Et encore une fois, ce n'est pas une punition, c'est de la performance que les entreprises vont pouvoir vérifier avec la venue de ces femmes. Il y a quantité et quantité d'études sur le sujet qui prouvent que la juxtaposition des genres est porteuse de performance. De la diversité aussi. De la diversité, évidemment. De l'inclusion. Si vous avez 8 personnes autour d'une table qui ont le même âge, le même sexe, la même nationalité, qui pensent la même chose, comment voulez-vous aller au-delà de ce qui est possible de faire? Alors on voit quand même qu'il y a beaucoup d'hommes qui essayent de faire monter en compétence les femmes, mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans le monde de l'entreprise, très peu d'hommes mettent un point d'honneur à faire en sorte qu'un conseil d'administration, par exemple, soit strictement paritaire. Est-ce que dans les différentes entreprises qui vous ont approché, vous avez eu cette volonté de pouvoir avoir parité ou peut-être un peu moins, parce que de toute façon, au niveau de la loi Rixain, on est entre 30 et 40. Est-ce que vous avez eu des personnes qui, sans rechigner, vous disent, voilà, nous mettons un point d'honneur à avoir un certain nombre de femmes? Oui,
il y a un discours, heureusement, il y a des hommes qui ont conscience que leurs épouses sont formidables, qui ont des filles et qui œuvrent pour la cause. On ne va pas diaboliser tous les hommes, et loin de moi cette idée, car je trouve qu'il est essentiel que femmes et hommes cohabitent intelligemment ensemble. Il y en a, je vais vous faire une réponse de Normande, il y en a pour qui, sans les quotas, jamais ils ne le feraient. Et il y en a d'autres pour qui c'est une évidence. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des noms, en particulier d'entreprises avec lesquelles vous travaillez, qui, justement, trouvent que c'est une évidence? Je pense que ce serait très intéressant pour nos auditeurs de savoir quelles sont certaines entreprises qui, voilà, aujourd'hui ont ouvert les vannes et sont en recherche de femmes pour les COMEX. Alors, je ne peux pas vous donner de nom parce que tout ça est très confidentiel. Mais je peux vous dire qu'il y en a. Peut-être au niveau des secteurs, vous pouvez nous donner Oui, alors... Évidemment que les secteurs dits plus féminins, comme les sociétés qui vont être dans la cosmétique, dans le luxe, dans la beauté, et c'est pas si récent. Si on prend des grands groupes de cosmétiques, il y avait des femmes à des postes de direction, mais plus on montait dans l'organigramme, et moins il y avait de femmes. Et d'ailleurs, il y a un groupe célèbre que je ne citerai pas, où on sait très bien que le président testait les mascaras sur lui. Bon, tout ça est un peu révolu. Mais c'est poussif, encore une fois. C'est pas naturel, ce n'est pas fluide. Énormément d'entreprises qui ont des produits qui vont être vendus à des femmes ont, au niveau de la direction, que des hommes. Donc c'est une aberration. Ils ont beau bien connaître le marché et tout ça, ils ne sont pas des femmes. Et ils ne peuvent pas comprendre ce que la femme va ressentir en appliquant telle crème ou tel rouge à lèvres. Alors, ça évolue. Maintenant, on part de très loin. En France, on a voté en 1945. Dans les années 60, c'est pas si loin. Ma mère demandait l'autorisation à mon père pour signer un chèque. Donc ça bouge, mais on part de très très loin. Ce qui est inquiétant, c'est de voir, et on a pu le voir aux Assises de la parité, donc c'est un événement, comme vous avez pu le citer en préambule, que j'organise avec ma casquette associative. On a analysé des études avec Aurore Berger, qui ont été donc... dont les chiffres ont été donnés la semaine dernière. Et quand on voit que des jeunes hommes entre 18 et 34 ans, aujourd'hui, affichent une misogynie épouvantable, c'est terrifiant. Et on se demande pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a eu un ras-le-bol du woman bashing depuis des années ? On entend le gender fatigue. Voilà, le gender fatigue. Il y a un effet post-MeToo qui est assez négatif dans la mesure où un homme aujourd'hui en France ne va plus oser prendre un ascenseur avec une femme. Moi, j'ai des clients qui ne reçoivent plus les femmes seules dans leur bureau, à moins que la porte soit ouverte ou à moins que le bureau ait des portes vitrées, parce que si elle l'accuse de harcèlement, même si c'est pas vrai, le doute est semé et son poste est en jeu. Alors, si on revient sur les conseils d'administration, vous dites que vous faites des formations pour ces femmes. Comment est-ce qu'une femme peut se préparer au mieux à pouvoir être visible ? Est-ce que c'est toujours de la cooptation ? Est-ce que c'est toujours de l'entre-soi ? Ou alors est-ce qu'une femme, aujourd'hui, on ne parle bien entendu pas de compétences ou d'expertise, ces femmes qui recherchent à entrer dans les boards, est-ce qu'elle peut aller toquer à la porte de façon, on va dire, indépendante ? Est-ce qu'elle peut aller toquer à la porte pour pouvoir se présenter, se faire connaître d'un administrateur, par exemple ? Bien sûr, tout est possible. Alors, c'est beaucoup de cooptation. Donc déjà, elle peut lancer un appel à son réseau en disant « j'ai envie d'avoir un mandat, je me suis formée ou pas ». Ça dépend. Est-ce que les hommes se sont autant formés que ça ? Est-ce que la formation est obligatoire ? Non. Alors, ça dépend pour qui. On ne s'improvise pas administratrice. Si dans sa carrière, elle n'a pas beaucoup touché, ou pas suffisamment touché à la finance, c'est pas mal de remettre quand même quelques connaissances sur le sujet. Il faut savoir qu'il y a quand même des sujets comme des gestions de crise, comme de l'analyse financière. Enfin, tout le monde n'a pas fait tout ça. Donc, une formation ne fera pas de mal. Mais elle n'est pas obligatoire. Moi, j'ai en face de moi des CEO qui veulent se former, mais je leur dis ce que vous en avez besoin. C'est leur quotidien de gérer tous les sujets d'un conseil d'administration. Quand une entreprise vient vous voir, elle regarde quoi sur le CV de la personne qui pourrait potentiellement les intéresser ? La femme qui va être pressentie pour un poste dans un conseil d'administration, qu'est-ce qu'elle doit absolument cocher au niveau du CV ? Alors, évidemment, la formation. Mais il y a des métiers où il peut y avoir donc des la formation, si jamais qui... elle n'a jamais été au board de sa propre entreprise. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Ensuite, évidemment, un track record successful. S'il y a
trop d'échecs. Vous savez qu'en France, on ne supporte pas l'échec, alors que dans les pays anglo-saxons, ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait grandir. Est-ce qu'on a besoin de lettres de recommandation, par exemple ? Non. Alors, nous, la façon dont nous présentons nos administratrices, c'est un CV dans un format administrateur qui est différent du CV classique. Donc ça, c'est important et ça, on peut le trouver en ligne. Ça, lorsque nous intégrons une femme dans notre base de données, nous lui envoyons la matrice qu'elle va compléter. Et on a toujours, nous, le souci de la différenciation. Donc, on va poser aussi des questions qu'on ne leur pose pas usuellement dans un CV. Pour qu'elle soit identifiée avec un ADN très particulier. Oui, puis déjà bien identifier la taille des entreprises où elles veulent aller, les secteurs, le côté, le non-côté, enfin, des réponses importantes à avoir. On va également produire un test de personnalité et une vidéo où elles vont pitcher en 3 minutes. Et sur cette vidéo, elles s'adressent aux dirigeants de l'entreprise. C'est personnalisé. En gros, c'est « Bonjour monsieur ou bonjour madame, voilà ce que j'ai fait. Pourquoi votre conseil d'administration m'intéresse et ce que je peux vous apporter. » Et cette vidéo, elle est extrêmement importante parce que le temps est compté de chacun. Et à travers cette vidéo, ils vont les entendre, ils vont les projeter et ils vont, mine de rien, rapidement les évaluer et voir en termes de soft skills s'il y a des choses qui leur plaisent ou qui leur déplaisent. Et pourquoi on fait ça ? C'est pour optimiser le rendez-vous un maximum et que notre cliente ne se rende pas compte au bout d'1 minute que la personne ne conviendra pas. C'est ça. Donc vous les habituez déjà à une image. C'est ça. Donc les rendez-vous sont extrêmement ciblés. Maintenant, pour répondre à votre question, rien ne les empêche d'écrire directement aux entreprises, de s'inscrire dans les bases de données des cabinets qui œuvrent en ce sens et de se montrer visible sur les réseaux sociaux. Moi, je les encourage beaucoup à écrire des tribunes sur LinkedIn, à commenter d'autres tribunes. Et elles n'osent pas, les femmes, elles n'osent pas assez. Si quelque chose manque aux femmes, c'est l'audace. Alors en fait, il y a toujours la question, est-ce qu'elles n'osent pas ou est-ce qu'elles ne savent pas ? Par exemple, une fois que le Graal est obtenu, on imagine que l'entretien s'est bien passé, elles entrent dans ce board. On est d'accord qu'on n'attend pas d'elle de commencer d'emblée à donner son avis. On attend plutôt d'elle une période d'adaptation avec beaucoup d'observations, avec le côté un peu bon élève que la femme s'est montrée. Donc quand vous dites que les femmes n'osent pas, c'est qu'en fait, on n'attend pas forcément beaucoup d'originalité, voire beaucoup d'audace avant même de pouvoir être embauchée ou pas. Ou donnez-nous peut-être, une success story, une femme qui a osé. Alors, vous n'avez pas donné de nom, mais qui a osé à pouvoir peut-être commenter un post LinkedIn ou alors a osé à se mettre vraiment en avant et ça a marché. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Je pense à une amie et je pense qu'elle ne m'en voudra pas si je cite son nom, c'est Valérie Poinceau qui est la DG de Boiron. Comme on le sait, les laboratoires Boiron ont été déremboursés pendant la Covid et elle a été sur tous les plateaux télé, appelée pour expliquer les conséquences de ce déremboursement. Elle a publié un nombre de choses incroyables, elle a écrit une lettre, enfin, elle a eu une politique extrêmement offensive et visible. Et bien, aujourd'hui, elle est sollicitée, très sollicitée. Mais alors, elle s'est rendue visible par de l'action. Oui, mais elle s'est rendue visible pas en tant que recherche de board. Elle a été visible par rapport à son expertise. C'est ce que vous conseillez aux femmes ? C'est les administrateurs, si vous voulez, les présidents des comités de nomination ou les dirigeants tout court qui se disent « il va falloir une femme dans mon board », ils vont aller chercher des femmes à personnalité parce que les skills sont là. Alors, et ils vont identifier, moi je rencontre, comme vous le savez, énormément de dirigeants et ils me disent aujourd'hui, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la capacité à embarquer des personnes dans un conseil, à penser différemment. What else can we do with the same money? Voilà, c'est vraiment prendre les personnes qui sont habituées à travailler. On ne change pas une équipe qui gagne, par exemple, à sortir des chemins usuels et qui va les embarquer avec conviction à accompagner ce monde qui bouge à toute vitesse intelligemment. Donc on attendrait de la femme un peu de leadership créatif. Exactement.
Et celles que vous avez placées l'ont fait à partir de quand? Vous avez sans doute des retours. Je pense que les femmes vous, vous sollicitent et puis vous suivez vos poulains. Bien sûr. Mais par rapport justement à ces temps d'adaptation, ces temps d'observation, le temps d'intégration aussi, comment ça se passe? Concrètement, comment ça se passe? Et à partir de quand vous proposez de faire, entre guillemets, un acte créatif? Bon, vous avez tout à fait raison. Quand elles arrivent à la première réunion, elles vont se taire et observer. Puis on travaille les sujets. Maintenant, à la deuxième réunion, elles vont commencer à poser des questions, à challenger. C'est pas imposer ce qu'elles veulent, c'est poser les questions qu'une personne extérieure est amenée à se poser parce que justement, elle n'a pas le nez dans le guidon. Et c'est toute la richesse d'avoir des administrateurs, administratrices indépendants. C'est cette virginité du regard qui fait qu'on va poser les bonnes questions. Et puis après, commencer à proposer des solutions. Puis qu'est-ce qu'on attend aussi des administrateurs? C'est les réseaux. Bien sûr. Si je prends un exemple récent d'une entreprise dans les telcos qui voulait se développer au Canada, je leur ai conseillé de prendre une administratrice canadienne, basée à Montréal où on parle français en plus, qui a travaillé dans les telcos toute sa vie, qui a un réseau incroyable dans ce pays-là et qui a pu leur faire gagner un temps infini. Et toutes les startups qui sont en train de devenir des licornes auraient tout intérêt à faire ça pour ouvrir des marchés et des pays, puisque ces personnes-là ont les réseaux. Mais d'ailleurs, beaucoup le font. Donc en fait, il y a ce temps d'observation. Le questionnement dont vous parlez, vous ne conseillez pas de le faire pendant le temps du board. C'est quelque chose qui doit être fait en amont vis-à-vis de personnes, on va dire, directes. Elles se voient effectivement en amont, elles peuvent communiquer et autres. Et puis pendant les conseils, elles peuvent, si elles sont sûres d'elles, il faut vraiment... Parce que les réputations vont vraiment vite, surtout par rapport à une femme qui vient d'arriver. Bien sûr. Donc il vaut mieux quand même que les questions soient réglées. Oui, elle a pu évidemment échanger auparavant avec des tiers. Mais moi, à l'époque où la loi Copé-Zimmermann a été lancée, j'ai eu la grande chance et l'honneur d'animer des conférences avec Marie-Jo Zimmermann. Et on a fait un petit tour de France ensemble. Et elle, d'une part, se disait, en mettant les femmes dans les conseils d'administration, en verticalité, elles vont œuvrer par solidarité pour mettre des femmes dans les COMEX. Ce qui n'est pas arrivé. Mais voilà, il n'y a pas eu non plus aussi assez de femmes dans les conseils d'administration pour tirer des statistiques. Mais dans les pays nordiques où ils sont en avance sur ce sujet-là, deuxième plafond de verre identifié. Donc merci à Madame Risquin pour sa loi. Et effectivement, en termes de posture, les conseils qu'elle donnait aux femmes, c'est d'écouter. Bien sûr qu'il faut écouter, pas tout révolutionner, mais après ne pas s'excuser d'exister et d'être préparé. Alors on va rentrer dans le dur. Les personnes que vous avez placées, elles vous disent que le plus difficile, c'est quoi au niveau de ce rapport au board? Est-ce qu'il y a énormément de travail à faire avant de pouvoir assister à un board? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'on demande à des femmes de pouvoir endosser certains risques? Est-ce que le fait de se voir couper la parole, est-ce que le fait d'être seule femme dans un board, c'est quelque chose de malaisant? Qu'est-ce qu'on vous fait comme retour une fois que la femme est placée dans les boards? Vous avez déjà dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand elles sont seules, c'est beaucoup plus difficile que lorsqu'elles sont 2 ou 3. Parce qu'entre elles, elles se serrent quand même les coudes. Donc c'est plus facile pour une femme d'avoir d'autres femmes à ses côtés pour gagner en assurance, parce qu'il ne faut pas se leurrer. C'est toujours impressionnant d'avoir 8 hommes autour de vous, ou 9, et vous êtes seul. Donc, elles doivent être préparées, coachées à ce niveau-là, si elles sont seules. Et puis, alors, votre autre question, donc, c'était... Voilà, c'était les risques. Est-ce qu'on leur demande d'endosser des risques par rapport à des signatures, par rapport à des... on va dire, des domaines dans lesquels il faut s'aventurer, où on va se dire, ça va être elle qui va endosser tous les risques. Est-ce qu'il y a voilà aussi le rapport à la parole? Est-ce qu'on doit accepter de se faire couper la parole? Est-ce que ce genre de choses? Alors, sur la parole, si on leur coupe la parole, s'il y a bien un conseil à leur donner, c'est de regarder la personne qui vient de lui couper la parole et lui dire, je suis en train de parler. Ne m'interrompez pas, mais dès que j'aurai fini, vous pourrez effectivement commenter ce qui vient d'être dit. Mais pour l'instant, c'est moi qui parle. Et ça, les hommes le font. Et les femmes ne le font pas suffisamment. Donc le faire avec bienveillance, parce que sinon... Toujours le côté la bienveillance. hystérique, Non, mais vous savez qu'un homme qui parle fort est viril et une femme qui parle fort est hystérique. Donc voilà. De toute façon, c'est vulgaire de parler fort. Donc, et il faut qu'elle reste calme et toujours beaucoup de bienveillance parce que c'est contagieux.
la bienveillance. On est dans une énergie qui va toucher l'autre, on l'espère. Et il y a une responsabilité juridique. C'est ça. Et alors, le conseil à donner à toutes les personnes administratrices qui rejoignent un conseil, aux administrateurs, c'est qu'il est obligatoire pour les entreprises d'avoir des assurances. Parce que c'est du pénal, ça peut aller très très loin. Vous savez, le monde est quand même un peu tordu. Elles peuvent ne pas avoir accès à toutes les informations et accepter de signer certains documents ou de valider certains documents. Donc, il est important, essentiel que cette assurance soit prise pour qu'elle soit protégée. Est-ce qu'on doit aussi accepter que certaines idées créatrices puissent être récupérées par d'autres? C'est-à-dire qu'en fait, on dit une idée, peut-être avec un certain volume sonore qui va être moins fort que d'autres personnes qui vont se réapproprier l'idée. Est-ce que c'est aussi ça, accepter d'être à un board quand on est une femme? Oui, alors ce que vous venez de dire est tout à fait exact. J'ai des femmes qui me disent que lorsqu'elles évoquent une idée, c'est électroencéphalogramme plat. 15 jours après, la même idée va être évoquée par un homme et c'est standing ovation. Alors là, surtout, il faut qu'elle se lève et qu'elle dise « c'est ce que j'ai dit il y a 15 jours. Cette idée, je l'ai partagée avec vous. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas commentée de cette façon-là ?» Il faut être authentique, il faut être vrai. Il faut arrêter d'être lisse. Ça demande un courage terrible quand même. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on a à perdre finalement, hein? Et puis, il faut être inspirante et exemplaire pour d'autres. Alors, la vie est un jeu. On n'est pas là pour plus d'un siècle quand tout se passe bien. Donc, on aura essayé, ça n'a pas marché. On aura essayé. Et si on n'essaye pas, on va culpabiliser et regretter de ne pas l'avoir dit. Alors, il faut y aller, encore une fois, quand on est sûr de soi. Alors, comment ça se passe mal, un board? Est-ce qu'il y a déjà eu des hécatombes? Parce que justement, pour toutes ces femmes qui veulent intégrer un board, qu'est-ce qu'elles risquent? C'est-à-dire on a compris, elles risquent de se faire couper la parole, de se faire récupérer les idées. Elles risquent aussi éventuellement tout ce qui va toucher un risque juridique, mais au même titre que les hommes. Comment ça se passe mal? Est-ce qu'il y a eu des fois où ça a été terrible pour la personne qui s'est présentée et qui a... Oui, alors il y a des femmes qui ont été maltraitées. C'est-à-dire couper la parole tout le temps, pas reconnue, faire sentir qu'elle est là parce que c'est une femme. Mais encore une fois, c'est pas la majorité. Ça, c'est important qu'on l'entende. C'est pas la majorité. Non, et en même temps, peut-être que quand une femme veut participer à un board, le but n'est pas tant la reconnaissance que le fait d'être présente. En fait, oui. Sa présence elle-même est quelque chose de différenciant. Bien sûr, bien sûr. Et donc, oui, tout arrive, tout existe, vu la quantité. Mais on est quand même face à des personnes intelligentes, sinon elles ne seraient pas dans ces instances de gouvernance. Et les hommes, quand même, ont tout intérêt à les accueillir. Alors, il y a des formations maintenant pour préparer les hommes à accueillir ces femmes. Alors, parlez-nous-en. Est-ce qu'on en connaît certaines et qu'est-ce qui s'y passe? Écoutez, c'est au sein de mon cabinet, où on fait ça parce qu'on a eu la demande. Et moi, je travaille avec des coachs qui travaillent beaucoup sur le yin et sur le yang. Alors, c'est quoi? Vous et moi, Gila, Clara, nous sommes des femmes, mais nous avons une part masculine en nous. Et tous les hommes ont une part féminine en eux, et ça s'appelle le yin et le yang. Et nous, on propose des séminaires où on va connecter les hommes à leur part féminine. Alors, quand on leur dit ça le matin, ils nous disent « mais ça va pas, vous m'avez bien regardé, moi, une part féminine, je suis un homme, je suis un vrai... » Sauf que le talent de ces coachs, c'est de les connecter réellement à leur part féminine. Alors, ça veut dire quoi, connecter un homme à sa part féminine? Ça veut dire lui permettre de toucher sa vulnérabilité et de l'exprimer. Parce que les hommes, on leur a toujours dit, vous n'avez pas le droit de pleurer, même pas peur, même pas mal, vous n'avez pas le droit de vous plaindre, il faut foncer. Eux aussi, pour eux aussi, la tâche, le Paul Lonesome Cowboy, on en parle du dirigeant un petit peu solitaire qui porte beaucoup de choses sur ses épaules. Et dans ce séminaire, j'ai vu que des hommes qui jamais pouvaient dire, là, j'ai besoin d'aide, parce que là, c'est trop lourd, parce que là, ça va pas, on les a autorisés. Et ça leur a fait un bien fou. J'en ai vu pleurer. J'en ai vu pleurer. Donc reconnecter à l'intelligence émotionnelle. Et ça devient les meilleurs mentors derrière. Donc c'est très intéressant. Et quant aux femmes, il y a des femmes qui peuvent être trop dans leur masculin et vouloir tout de suite tout révolutionner, c'est épouvantable, ou elles vont être trop dans leur féminin et raser les murs et s'excuser d'exister. Et là, c'est encore une fois le talent de ces coachs, de rassembler de ce yin et de ce yang et de faire en sorte que ces femmes et ces hommes soient au bon endroit de leur posture et donc d'excellents managers quand ils touchent ça. Est-ce que du coup, c'est
directeurs, ces CEO qui ont suivi ces formations de masculinité positive, que j'appellerais masculinité positive, comme le mentionne le docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix, qui dit combien les hommes doivent être vraiment aux côtés des femmes dans cette volonté de réinscription des droits des femmes dans les droits humains. Est-ce que du coup, vous en avez vu proposer à plus de femmes de se joindre au board? Oui, ça a un impact, absolument. Il y a, je vais vous raconter une anecdote vécue. Je reçois un propriétaire d'une maison de champagne, ETI. Il me dit, en s'asseyant, en pestant, oh là là, cette loi Copé-Zimmermann me pèse, il faut que je mette des femmes alors que toute mon équipe va très bien. Enfin bon, il faut que je le fasse, donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Je lui demande le cahier des charges, qui pour une fois était extrêmement simple. Et je lui dis, écoutez monsieur, revenez me voir dans 2 jours, parce que je savais qu'il était à Paris, la shortlist sera prête. Il revient 2 jours après, j'avais 4 CV, 4 vidéos. Et je lui montre les vidéos. Et là, je le vois, il a les yeux écarquillés, les écailles qui lui tombent des yeux. Et il me dit, waouh, mais je ne pensais pas qu'il y a des femmes comme ça qui pouvaient être intéressées par mon conseil d'administration, tout ça, mais comment je vais faire pour choisir tellement j'ai envie de les prendre toutes les... Incroyable. Et voilà. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est que lorsqu'il touche du doigt la qualité des CV des femmes qui vont rejoindre leur conseil d'administration, d'un seul coup, ils sont ouverts à ça, et même heureux, parce qu'ils perçoivent tout le bien fondé d'avoir cette personne à la table des décisions. Et j'ai su après que ça s'est remarquablement bien passé. Et donc, vous reconnaissez que les hommes qui disent qu'on ne sait pas où sont les femmes, lorsqu'on leur demande pourquoi il y a si peu de femmes dans leur conseil d'administration, c'est une réalité. Alors, je leur dirais, vous ne les cherchez pas. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ne sont jamais appelées. Donc, les femmes existent. Si on veut des femmes pour des conseils d'administration, on trouve tout ce qu'on veut sur le marché, dans tous les secteurs et dans toutes les nationalités. Est-ce qu'il y a une obligation, en termes de conseil d'administration, de faire savoir qu'on est en recherche, et en recherche de femmes en particulier? Est-ce qu'il y a une obligation de publication quelque part? Et si oui, où? Alors, il n'y a pas ce genre d'obligation, mais il y a une obligation de montrer qu'on recherche, oui, qu'on a été frappé à certaines portes, et qu'on n'est pas resté inactif par rapport à ça. Alors ça, c'est en individuel, c'est-à-dire personne ne peut aller vous dire... Bien sûr que non. Donc ça reste encore très opaque. Oh, très, très opaque, évidemment. Moi, l'autre jour, j'étais face, parce que je milite aussi beaucoup pour la féminisation dans les fonds d'investissement, à la fois pour eux, parce qu'ils ont signé une charte, et dans les sociétés dans lesquelles ils vont mettre des participations. D'ailleurs, aujourd'hui, ils disent que si les sociétés dans lesquelles ils mettent des participations, si les fondateurs ne sont pas d'accord, ils ne rentrent pas. Donc vraiment, là encore, c'est un levier extrêmement puissant pour faire bouger les lignes, et c'est tant mieux. Et quand je les ai rencontrés, je leur ai dit, mais comment vous avez fait pour chercher vos administratrices que vous dites ne pas trouver? Ah bon, on a été sur LinkedIn. Et celle qu'on a approchée était prise. Bon, qu'ils viennent me voir et j'aurai tout ce qu'il faut. Oui, donc c'est vraiment, selon vos dires... des endroits de vivier, en fait, qui peuvent exister et qui permettent aux femmes d'être en visibilité, c'est ça? Oui, mais il n'y a pas que le vivier, parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller lire 50, 100, 200 CV. Il faut... alors, je ne parle pas de la cooptation, là, ils savent qu'ils vont voir et tout. Mais quand ils vont comme ça, un petit peu dans le flou et dans le bleu, c'est aller voir des chasseurs de tête qui vont faire le travail, qui ont ou qui vont chercher les femmes dont ils ont besoin et qui font tout le travail amont. Pourquoi? Parce qu'il faut des super castings. Parce que si on met des femmes pour des femmes et qu'elles font mal leur job, on va entendre après, vous voyez, on a mis des femmes, ça n'a rien donné, pire encore. Bien sûr, donc ça dessert même la cause. Bien sûr. Donc c'est très pernicieux. Mais oui. De toute façon, vous avez maintenant, pour les sociétés cotées, c'est une soft law du MEDEF, la FEP-MEDEF, l'obligation, tous les 3 ans, de faire une évaluation de votre board. Et dans cette évaluation, vous voyez si le CV des personnes présentes est réaliste, est compatible et a été bien cherché. Vous parliez de sanctions tout à l'heure, vous disiez qu'elles n'étaient pas appliquées. Est-ce que vous pensez que c'est justement une façon de pouvoir forcer, avec les quotas, aujourd'hui, les entreprises à essayer de féminiser les conseils d'administration? Alors, les sanctions de la loi Copé-Zimmermann n'ont pas été appliquées. Elles sont plus de jetons de présence pour aucun administrateur. Je peux vous garantir que les administrateurs continuent de toucher tous leurs jetons, même si elles n'ont pas les 40%.
et les décisions prises, nulles et non avenues. Évidemment que ça n'a pas été appliqué non plus. Il n'y a rien de plus simple pour un commissaire aux comptes, lorsqu'il fait son rapport d'activité, dans la colonne conseil d'administration, de dire il y a tant d'administrateurs, tant d'hommes, tant de femmes. Enfin, je veux dire, c'est... Non aux normes, quoi. Mais c'est niveau CP. Et on vous dit encore, on n'a pas de moyens de vérification, vraiment. Alors, ce qui est rassurant, c'est que on n'en a pas encore parlé de cette nouvelle loi qui s'appelle Women on Boards, qui est donc une directive européenne qui va obliger toutes les sociétés cotées en 2026, en juin 2026, d'avoir 40% de femmes dans leur conseil d'administration. Alors là, on parle de centaines et de centaines et de centaines de mandats qui vont donc être ouverts aux femmes. Il y a un boulevard qui est en train d'être créé, puisque il y a des pays qui partent de très très bas, et d'autres où on est à 30, mais il faudra quand même atteindre ces 40%. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'Europe va mettre en place des outils de vérification, et que la France, comme on le sait, fait encore partie de l'Europe, et qu'elle va donc être assujettie à ces moyens de vérification. Donc tous ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, sont passés entre les gouttes, ne pourront plus passer entre les gouttes. Et là, l'excellente nouvelle, c'est que la CSRD, qui est ce rapport d'activité extra-financier, l'impose maintenant aux non-cotés. Donc, mesdames, si vous avez envie d'avoir un mandat d'administratrice, c'est le moment ou jamais de pouvoir espérer. C'est maintenant ou jamais. Lucille de Jonckert, merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour nous parler de ce rapport aux Women on Board. Une dernière recommandation peut-être aux femmes et aux hommes qui nous écoutent pour essayer d'avancer dans une plus grande parité au niveau des conseils d'administration? Alors, je dirais aux femmes d'être solidaires entre elles, de se recommander entre elles, d'avoir vraiment et de s'imprégner de cette sororité dont on parle beaucoup et qui a peut-être manqué à une certaine époque. J'ai envie de dire que ça s'arrange, mais voilà, serrons-nous les coudes, nous les femmes, entre nous, et de dire aux hommes qu'ils sont des épouses, pour certains, pour beaucoup, des filles, et qu'il faut qu'ils tracent la voie, qu'ils les aident, et des mères. De toute façon. Et des mères également, voilà. Merci Lucille de Jonckert d'avoir été parmi nous dans le podcast Women on Board. Merci Guilla Clara pour votre invitation et votre confiance. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode de Women on Board tous les 15 jours sur hbafrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. À bientôt.